Bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir Ivan Kiatowski qui va nous présenter sa magnifique plateforme d'analyse de logiciels malfaisants, Virlabs. Ivan, c'est à toi. Merci beaucoup et merci à l'OCIR de m'accueillir une nouvelle fois. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Ivan Kwiatkowski, je suis chercheur en cybersécurité depuis une grosse quinzaine d'années maintenant. J'ai travaillé au ministère des Armées, j'ai travaillé chez Kaspersky, je travaille actuellement chez Meta et vous me connaissez aussi peut-être sur les réseaux sociaux sous ce magnifique avatar et pseudonyme. Euh, bon, voilà, normalement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Le projet que je vous présente aujourd'hui s'appelle VirLabs et je travaille sur la rétro-ingénierie depuis maintenant une grosse quinzaine d'années. Et le problème que j'essaie de résoudre, c'est vraiment celui de la rétro-ingénierie. La rétro-ingénierie, le problème qu'il y a, c'est que c'est une discipline qui est un peu complexe, qui est spécialement longue et coûteuse. Et on a de plus en plus d'échantillons de virus qui apparaissent grâce au boom de l'IA. De moins en moins de reverseurs, ça je peux vous le dire parce que j'ai donné des cours à l'université pendant longtemps. Et il me semblait bien que sur une promo de 30 personnes, il n'y avait jamais plus de 3 qui pouvaient être intéressés par la noble discipline de la lecture d'assembleur. Et je m'attends à ce que, justement, avec les simplifications qu'apporte l'IA, on en forme de moins en moins. Bref, le résultat de ça, c'est qu'on a un problème de passage à l'échelle avec beaucoup d'échantillons à analyser, peu de gens pour les analyser et finalement des capacités qui commencent à diverger un peu à ce niveau-là. Je m'attends également à ce que dans le futur proche, le concept même de famille de malware tende à disparaître, avec vraisemblablement des malwares GenAI qui seront produits non plus par campagne, mais carrément par victime. Donc, à mon avis, le problème va faire que s'aggraver. Donc, le travail que je fais à travers Beer Labs, il vise essentiellement à traiter cette situation. Je vais présenter un petit peu le voyage qui m'a emmené jusqu'ici, ce voyage à l'intersection entre intelligence artificielle et puis rétro-ingénierie. C'est quelque chose qui avait commencé à l'époque des chatbots, donc quand ChatGPT en 2023 avait explosé. J'avais réalisé à l'époque que si jamais je copiais du code pris dans IDA Pro et que je le collais dans ChatGPT pour lui demander ce que ça faisait, j'avais des réponses qui étaient étonnamment bonnes. Donc ici, par exemple, ChatGPT qui était capable, à l'époque de GPT-3, de reconnaître que cette fonction-là faisait du RC4, ce qui est pas forcément très compliqué, mais par rapport à le faire à la main, surtout quand on n'a pas énormément d'expérience, c'est quand même très sympa à avoir. Bref, et puis, voyant la puissance de ChatGPT plus mon travail quotidien auquel que je sous-traitais un petit peu, j'étais passé, comme le monde de l'IA, en fait, on va dire, au paradigme des outils ou des tools, où j'avais développé un plugin pour IDA Pro qui s'appelle Gepetto. Donc, si jamais vous avez fait un peu de reverse avec IDA, vous avez peut-être entendu parler. Le principe était assez simple, c'était d'ajouter des menus contextuels à IDA Pro qui permettaient d'ajouter des fonctionnalités IA pour poser des requêtes directement depuis l'environnement de travail. Donc, automatiquement, obtenir des commentaires qui décrivaient une fonction décompilée, renommer les variables automatiquement, etc., etc. Et le plugin avait connu un petit succès d'estime et je m'en suis servi pendant de nombreuses années. Puis finalement, le paradigme a encore évolué. On est passé des outils aux agents. Et puis j'avais aussi fait ce chemin-là à l'intérieur de IDA Pro où le principe était que j'avais rajouté carrément une fenêtre dans IDA avec une GUI une ligne de commande. Et puis, on pouvait prompter directement depuis IDA en posant des questions au modèle qui, lui, utilisait IDA Pro pour répondre à celle-ci et aller se naviguer dans le code pour récupérer, je sais pas, les chaînes de caractères à tel endroit, plus analyse des fonctions, etc., etc. Donc, dans cet exemple-là, donc vous avez un screenshot. J'avais demandé tout simplement à IDA, analyse ce crack me, et puis commence par le main, et puis ensuite résous-le-moi. Et puis la réponse, bon, je ne sais pas si c'est assez gros pour lire, mais en tout cas, le modèle était capable de dire bah, la solution du crack me, c'est d'entrer tel nom d'utilisateur et tel mot de passe, et puis ça fonctionnait très bien. Bref, donc ça, c'était un petit peu la trajectoire qui m'a emmené ici. Et finalement, la dernière étape qui restait à parcourir, c'était de sortir de IDA Pro pour avoir non pas un agent dans IDA qui utilisait IDA pour répondre aux questions, mais carrément d'avoir un agent hors IDA Pro qui allait quand même utiliser IDA et puis faire mon travail. Donc, en février 2026, avec un associé à moi, on a créé cette société qui s'appelle VirLabs, donc qui s'appuie finalement sur les années de travail open source sur Gepetto qui était arrivé avant.
On a rejoint, d'abord, oui, on a signé un accord avec X-Rays pour utiliser IDA Pro dans notre plateforme. Donc, grâce à eux, on a pu bénéficier lors des compilateurs et puis avoir un produit qui marchait bien. Et en 2026, on a commencé notre go-to-market. On commence à discuter avec des clients potentiels et on a aussi rejoint la Cyber Defense Factory de la DGA, qui nous permet de dire essentiellement que le ministère de la Défense regarde ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement sur cette plateforme? Je vais vous faire une petite démo parce qu'en général, c'est le meilleur moyen de voir. Elle se présente de manière relativement simple. Il y a une page de login, derrière une page pour gérer les échantillons de fichiers. Donc, par exemple, ici, voilà, j'ai des fichiers binaires, j'ai quelques scripts, j'ai des fichiers .NET, j'ai aussi des fichiers paquets, des DLL, etc., etc. Donc, je gère ma collection comme ça, tous des échantillons de virus. Et puis après, je peux créer des jobs. C'est aussi simple que choisir sur la plateforme un échantillon, choisir un type d'analyse. On en a actuellement trois et demi, on va dire. L'analyse numéro un, c'est le travail que je faisais chez Kaspersky, à savoir, je suis dans une équipe de CTI, quelqu'un me donne un fichier et me demande qu'est-ce que ça fait. Et ben, ça, on appelle ça produire un rapport, et puis ben, c'est ce que je vais montrer. À la sortie, on aura un rapport complet de que ferait le virus si jamais quelqu'un avait le malheur de cliquer dessus. Verdict, ça c'est un mode un peu plus sur le modèle antivirus, même si c'est pas du tout économiquement viable de remplacer un antivirus par de l'IA. L'idée, c'est juste de faire une analyse qui nous permet de dire est-ce que oui ou non ce fichier est malveillant. Bon, en termes de consommation de tokens, c'est un peu le même prix, donc moi je recommande quand même de faire des rapports complets parce que c'est pareil. Et enfin, on a un mode renommage où la plateforme va utiliser IDA Pro, renommer tout ce qu'elle peut, toutes les fonctions, les variables, etc., pour qu'ensuite, moi, manuellement, je puisse récupérer un IDB propre et puis travailler dessus. Et enfin, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas supporté, on peut poser une question directement pour demander au modèle de travailler sur un aspect précis. On peut poser une question de genre, y a-t-il une backdoor dans telle fonction, voilà, et ainsi de suite. Alors, à quoi ça ressemble un rapport? Alors, par exemple, celui-ci que j'ai fait tout à l'heure, c'est assez simple. En fait, ça ressemble à ben, une page comme ça qui explique ce que fait le virus. Donc, on a cet échantillon avec une backdoor HTTP, il installe une persistance via la clé run, bon, etc., etc. Si on descend un petit peu, il nous dit que voilà, les chaînes de caractères du programme sont chiffrées avec du DES, avec la clé AAA. Et puis, il déchiffre les chaînes de caractères en disant, par exemple, ce blob-là, ben, c'est le C2, c'est cloudcommit.com/l.html. Celui-ci, ben, c'est un autre C2, etc., etc. Si on descend un petit peu, on a les IOC qui sont là, on a la clé de registre, et on a le protocole qui est utilisé par le malware avec l'alphabet base64 custom. Je précise en fait que là, il n'y a vraiment pas de triche, c'est-à-dire tout ce que j'ai fait, c'était envoyer le fichier sur la plateforme, cliquer sur le bouton rapport, et c'est vraiment ça que ça me produit. Alors, des fois, ça ne suffit pas toujours. Euh, Par exemple, on a en bas une interface comme pour un chatbot qui permet de poser des questions supplémentaires. Par exemple, là, j'ai dit, ben, est-ce que tu peux me faire un script de décryption pour me déchiffrer toutes les chaînes en DES du binaire? Et puis, auquel cas, ben, il va générer un script de Python ici. Je peux le télécharger puis le faire marcher en local. Et je peux aussi, si jamais je considère que l'analyse n'a pas apporté les réponses qu'il me fallait, eh ben, poser une question complémentaire. Et là, le modèle retourne dans IDA Pro, il travaille et puis il me pose la réponse, et ainsi de suite. On peut travailler comme ça. Si jamais j'ai envie de reprendre la main, hop, tout en haut, je peux télécharger le point IDB, ici, qui a été produit par le modèle pendant qu'il travaillait. Je le télécharge, je travaille dessus, je renomme des choses, et je peux ensuite le renvoyer sur la plateforme pour que le modèle reparte de mon analyse à moi, et ainsi de suite. Un point important, c'est que pour éviter les hallucinations, on fait très attention à taguer tous les éléments en soit ils ont été observés, ça veut dire explicitement j'ai vu ça dans le code à telle adresse et donc je sais que le programme fait ça. Et on a aussi un mode, un tag inféré, comme ça ici, qui nous permet de dire, eh ben, ça c'est quelque chose que j'ai pas vu explicitement, mais par contre, c'est quelque chose que je déduis en fonction des preuves circonstancielles que je vois ça et là et qui me laissent penser que c'est ça qui se passe dans ce binaire. Voilà un petit peu pour ce que fait la plateforme. En général, une analyse, ça prend 15 à 20 minutes pour produire une analyse de malheur complète que moi, à la main, je ferai à peu près en 3 jours. Et je dirais que les résultats sont de 80-90% équivalents à ce que je fais à la main, sinon même 90-95. Hop, donc ça, c'était pour la partie démo. Sous le capot, bah,
question qu'on pose à chaque fois, c'est quel modèle on utilise. Bon, je vais y revenir. Pour qui? Ben, les boîtes du CAC 40 qui ont un CERT en interne, qui peuvent avoir besoin, en cas de réponse sur incident, d'analyser plusieurs fichiers à la coup et qui n'ont pas forcément ni la ressource en interne pour faire beaucoup d'analyse, ni d'ailleurs le temps en cas de crise. Les MSSP qui, en général, au niveau 3, peuvent faire un peu d'analyse de malware sur demande d'un client. Là, on peut vraiment le turbocharger en ayant des réponses beaucoup plus rapides. Et enfin, toutes les boîtes qui font de la threat intel ou qui travaillent sur les virus de manière globale et qui, eux, ont des grosses problématiques de on a beaucoup de virus à analyser et pas assez de personnel. Et auquel cas, on peut les dépanner sur ça aussi, quoi. Les modèles qu'on utilise, finalement, c'est un peu tous ceux du marché. C'est-à-dire que j'ai des benchmarks qui tournent régulièrement pour savoir à un moment, à un instant T, est-ce que c'est OpenAI, est-ce que c'est Anthropic, ou même est-ce que c'est les modèles chinois qui donnent les meilleurs résultats. Et puis nous, derrière, on est capable de se brancher sur n'importe lesquels d'entre eux pour avoir les meilleurs résultats toujours à chaque instant. Donc ça, c'est en mode SaaS, c'est nous qui choisissons quel modèle on utilise. On a quelques clients potentiels qui ne souhaitent pas partager leurs fichiers avec nous, et auquel cas, on a un mode on-prem qui peut tourner avec un cluster de cartes graphiques que le client peut posséder. Auquel cas, on estime qu'avec les modèles open source, on a des excellents résultats, genre GLM 5.2, très très bien, Kimi K2.6, ça marche bien aussi, mais il faut au bas mot 12 à 16 cartes graphiques H100 pour que ça puisse tourner confortablement. Donc, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on est capable de gérer. Par contre, quand on descend au modèle à une ou deux cartes graphiques, vraiment, ça marche plus du tout. Donc, tout ce qui est GPT, OSS, Qwen 3.5, 3.6 et tout, résultat pas satisfaisant. En tout cas, ça n'a pas marché sur les tests que je fais. On verra peut-être à l'avenir s'il y a des choses qui changent là-dessus. La roadmap, ben, tout simplement plus de types de fichiers, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir gérer du .NET, du Java, etc. Pas juste ce qui se trouve sur IDA Pro, parce qu'actuellement, on a IDA Pro en tout, ça veut dire qu'on gère toutes les architectures, x86, 64, ARM, MIPS, peu importe. Mais tout ce qui se décompile pas bien, ben, on le gère un peu moins bien, et le résultat, il faut qu'on fasse de nouveaux pipelines d'analyse. Analyse de suite logicielle complète, c'est-à-dire que tout de suite, on est vraiment centré sur un virus, mais on aimerait aussi aller vers la problématique de la supply chain, à savoir, je reçois un logiciel qui vient d'un fournisseur, il a 14 composants, et ben, hop, on les met tous sur la plateforme, et puis on fait une analyse globale pour savoir s'il n'y aurait pas une backdoor dedans qui aurait été ajoutée par accident. Et enfin, potentiellement des modèles maison à l'avenir afin de pouvoir. En fait, je pense que le monde de l'IA il va changer profondément dans les années qui viennent, que tout de suite on est un peu dans la période dorée du token pas cher, et encore, mais que ça va évoluer au fil des années, et que pour des problèmes de souveraineté, de dépendance à des acteurs qui vont faire exploser leurs tarifs, et puis simplement parce qu'on n'a pas forcément besoin des modèles gigantesques qui sont capables de faire de la géopolitique, de la philosophie et de la rétro-ingénierie pour avoir nos réponses. Si jamais on pouvait avoir des modèles juste dédiés à la rétro, on serait, je pense, beaucoup plus économique et potentiellement pour faire tourner ça à la maison, ce serait beaucoup mieux. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai, je crois. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous remercie d'une part pour votre attention, merci beaucoup pour ça, et puis merci à toute l'équipe de l'ESSIR et d'avoir accommodé mes problèmes d'emploi du temps, et puis aussi de m'avoir invité au début. C'était très gentil de votre part, donc merci pour l'opportunité. Et puis, à vous les studios. Félicitations, Yvan, pour ce développement. On va couper le micro.